Chère Télukienne, cher Téluquien, vous commencez à me connaître un peu mieux, quelles sont mes priorités, quelles sont mes orientations, et rendu ici, vous avez peut-être un peu remarqué que j'ai tendance à utiliser l'expression par exemple un peu trop souvent pour mon propre bien et peut-être le vôtre aussi. Parlons maintenant des priorités pour les fonctions enseignement et recherche que je souhaiterais mettre en œuvre si vous me faites l'honneur de me choisir comme d'air. Côté enseignement, je crois que la première grande priorité à court et à moyen terme consiste à pérenniser le système d'encadrement. Il y a différents éléments, en fait, dans ce grand projet-là. Il y en a trop, en fait, pour les lister d'un coup, mais ce que je vous donne ici, c'est quelques éléments de cette stratégie d'ensemble. Pourquoi parler de pérenniser le système d'encadrement? Bien, essentiellement, au cours des dernières années, on a eu des grands changements. Il y a des nouvelles conventions collectives qui ont été adoptées ou qui sont en train d'être négociées actuellement avec les trois corps d'emploi qui réalisent notre encadrement, qui sont en fait les professeurs, les personnes tutrices et les chargés d'encadrement. Et donc, une fois que ces ententes-là sont négociées, ça jette certaines bases, mais il y a aussi plusieurs ajustements, plusieurs améliorations qui doivent être faites. D'abord, il faut clarifier la gestion des assignations. À l'heure actuelle, dans le fond, quand je parle d'assignation, c'est le processus par lequel un étudiant est associé soit à une personne qui est responsable de l'ensemble de l'encadrement ou à un groupe de personnes qui réalisent l'encadrement. Donc, ces décisions d'assignation-là dépendent à la fois de décisions prises par les comités de programme, par les professeurs, par les personnes tutrices, par les chargés d'encadrement, selon le cas si le cours est au premier cycle ou au cycle supérieur. Et donc, ça dépend des conventions collectives, ça dépend de différentes décisions. Et à l'heure actuelle, c'est assez difficile pour une personne qui fait de l'encadrement de voir l'ensemble du processus. Donc, des professeurs prennent des décisions en ne connaissant pas nécessairement l'impact sur les personnes tutrices et ça rend, dans le fond, toute la prévisibilité plus difficile. Donc, je pense que c'est important de clarifier ce processus-là et de s'assurer que tout le monde le comprend et que où est-ce qu'on en est rendu essentiellement dans ce processus-là est fait. Plus de prévisibilité, ça va aussi aider nos personnes tutrices, nos chargés d'encadrement à mieux prévoir leur travail, à mieux pouvoir ensuite l'organiser. Deuxième élément à pérenniser dans le système d'encadrement, c'est l'ensemble des activités de correction. On sait que, en fait, la charge de correction à la TELUC est quand même assez lourde parce que le suivi est essentiellement individualisé. Donc, contrairement aux universités campus, on n'a pas de travaux d'équipe. En tout cas, quand il y en a, c'est vraiment dans une minorité de cours. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une minorité de cours. Euh, la gestion de la correction et du transfert de notes, ça nécessite notamment souvent de faire des additions de points partiels à la main, de transférer des notes manuellement. Et en fait, dans tout ce qu'on a à faire dans l'encadrement, interagir avec les étudiants, c'est probablement la chose qui est la plus intéressante pour moi, la plus motivante, puis qui a le plus de valeur ajoutée. Compter des notes à main puis transférer ces résultats-là d'un système à l'autre, c'est probablement ce qui a le moins de valeur ajoutée, ce qui a le plus de risque d'erreur et ce qui est le moins motivant. Donc, il faut améliorer nos outils pour être capable de gérer de la correction, d'être capable de fournir une rétroaction de qualité pour les étudiants rapidement. Et quand on considère en fait qu'il y a facilement environ 30 000 étudiants en cours à la TELUC, ben, 15 ou 20 minutes sauvées par étudiant par cours, au final, ça fait beaucoup d'heures, beaucoup de jours de travail qu'on peut en fait transférer vers d'autres activités qui sont plus stimulantes pour les personnes et qui ont plus de valeur pour les étudiants. Troisième point, améliorer les outils de suivi des apprentissages particulièrement pour les personnes qui ont en fait un grand volume d'étudiants à suivre. C'est extrêmement complexe de savoir quel étudiant est rendu à quelle étape de son cheminement et auprès de quel étudiant, par exemple, je pourrais soit en fait les contacter pour savoir où est-ce qu'ils en sont rendus, quels étudiants sont en train de prendre du retard. Notre portail d'encadrement s'améliore à chaque session à cet effet-là. Je pense qu'il faut poursuivre ces améliorations-là et je dirais même accélérer les efforts d'amélioration de façon à ce qu'on ait essentiellement des meilleurs systèmes pour être capable de faire le suivi de nos étudiants puis d'être capable d'intervenir pour les soutenir quand ils en ont besoin.
Deuxième grande priorité à moyen et à long terme, j'appelais ça gérer activement la création et la révision des cours. Il y a deux volets essentiellement là-dedans. Tout d'abord, il y a beaucoup de professeurs qui souhaitent, qui manifestent le désir d'être capables de faire de l'édition puis de faire différents types de changements de façon autonome dans leurs cours. C'est une réalité qui vient notamment des autres universités où est-ce que les professeurs ont certaines capacités à faire des changements, dans certains cas très importants au niveau de leur plateforme de diffusion des cours. L'idée ici, c'est pas de transformer la TELUC en Far West, loin de là, mais par exemple, pour un professeur qui veut mettre à jour un lien ou qui veut, par exemple, changer la liste d'exercices qu'il veut donner à ses étudiants, là, je peux donner un exemple de cours de mathématiques, s'il souhaite le faire lui-même, c'est certain que c'est le plus efficace pour lui d'être capable de le faire lui-même. Ça, évidemment, ça fait aussi en sorte que le professeur est responsable des changements qu'il fait. Euh, je pense qu'il y a moyen d'atteindre cet objectif-là dans le respect des compétences, évidemment, des services technopédagogiques et de tout le monde qui est impliqué dans l'équipe cours. Le deuxième volet qui va nécessiter, je pense, encore davantage d'efforts, en fait, je pourrais dire simplifier et améliorer le processus de conception-production de cours. À l'heure actuelle, si je voulais un peu caricaturer la situation, mais pas trop quand même, les, le, le- le service technopédagogique a un processus dans le fond, de conception et de production des cours. Il est très rigoureux, il y a un ensemble d'étapes. Euh, les professeurs ont aussi une certaine façon de créer leurs cours et ces deux processus-là ne sont pas parfaitement arrimés, loin s'en faut. Ce qui veut dire essentiellement, à titre d'illustration, que une bonne partie, dans le fond, du temps de développement des cours, le STP attend après des choses faites par les profs. Mais aussi une partie assez importante du temps, les professeurs sont en attente de certains éléments associés, dans le fond, de travail ou réalisés par le STP. Je pense qu'il y a moyen de trouver des façons de travailler ensemble qui vont faire en sorte qu'ils vont être, en fait, plus satisfaisantes pour les professeurs, mais aussi pour les membres de l'équipe cours au niveau du STP. Je pense qu'on a tout à gagner à essayer de s'arrimer mieux les uns sur les autres. Ça va rendre le travail plus agréable. Ça va peut-être diminuer aussi le nombre de fois où est-ce qu'on doit défaire certaines décisions qui ont été prises. Donc, je pense qu'on a tout à gagner à faire ça. Je veux pas arriver avec un processus déjà tout fait. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler ensemble. Je dis ensemble, c'est, excusez-moi, les professeurs et définitivement les gens des STP. En recherche, il y a aussi deux aspects à ce niveau-là. D'une part, développer les capacités de recherche chez nos professeurs. Euh, il y a plusieurs volets à ce grand défi-là. D'abord, il faut que nos équipes, nos chercheurs qui le souhaitent, puissent s'intégrer au grand réseau de recherche. De plus en plus, en tout cas dans beaucoup de domaines, euh, dans le fond, une bonne partie de la recherche passe par des centres, soit des centres d'excellence nationaux ou des centres qui regroupent des chercheurs de dans le fond, de plusieurs universités. On peut penser, je donne des exemples ici, là, Centre d'études de la forêt, sur la forêt, le CEF, le CIREL duquel je suis membre. Donc, pratiquement tous les chercheurs qui interviennent dans les réseaux de transport, la logistique, sont membres. C'est un excellent endroit pour faire du réseautage, pour rencontrer des collègues et aussi pour nos étudiants gradués de pouvoir aller présenter dans ces forums-là. C'est très important. Deuxième aspect, créer davantage d'équipes et de centres de recherche à la TELUC. On a actuellement en fait, un institut et un centre de recherche. Je pense qu'à moyen terme, surtout avec les nouvelles embauches, euh, il y a du potentiel pour en avoir plus que deux. Et j'entends définitivement soutenir toute équipe qui souhaiterait se constituer, soit en équipe, en centre ou en institut de recherche. Le troisième élément, je crois que c'est le plus important, il faut prendre acte du fait qu'il y a une bonne partie, en fait, de la recherche faite par des gens de la TELUC qui est réalisée dans d'autres universités. Il y a beaucoup de nos professeurs qui co-dirigent, qui dirigent des étudiants dans d'autres universités, soit à la maîtrise ou au doctorat. Si on développe chez nous des programmes de recherche,
en premier lieu en maîtrise, mais éventuellement au doctorat aussi, on sera en mesure d'accueillir une bonne partie de ces étudiants-là. Évidemment, pas tous, mais une bonne partie des étudiants actuellement qu'on a dans d'autres universités, on pourrait les ramener chez nous. D'une part, ça améliorerait la visibilité puis la notoriété de l'Université TELUC, mais aussi, à l'heure actuelle, c'est en fait les autres universités qui recueillent l'ensemble des subventions du ministère de l'Éducation et les frais de scolarité associés à ces étudiants-là. En ramenant une partie chez nous, ça leur a un impact financier quand même assez important pour la TELUC. Dernier élément, il faut s'assurer en fait de mieux soutenir les efforts de recherche qui sont faits par nos professeurs sous contrat dû à la particularité dans le fond de leur situation contractuelle et du fait qu'ils ne sont pas éligibles à certains types de subventions. Dernier élément en recherche, je pense que c'est extrêmement important de développer une capacité d'accueil d'étudiants gradués avec un profil recherche. Dans plusieurs domaines, dû aux dernières embauches, il y a un potentiel pour être capable d'aller développer des maîtrises avec mémoire. D'une part, les maîtrises avec mémoire ont souvent moins de cours, évidemment, que les maîtrises qui comptent seulement des cours. Et ça va nous permettre, même quand il n'y a pas nécessairement un très grand nombre d'étudiants, ça va avoir des impacts très positif au niveau, je dirais, de l'énergie, du focus sur la recherche dans l'institution. Ça va être plus facile d'organiser des journées de la recherche, des événements de recherche, des colloques, des conférences. Et évidemment, ça va avoir des impacts positifs au niveau de la fréquentation de la TELUC et donc des impacts financiers. Je compte me concentrer en premier lieu sur la maîtrise, mais à moyen et long terme, on pourrait aussi regarder voir s'il n'y a pas des opportunités au niveau de développer de l'offre de programme de doctorat. Dernier élément, le développement des programmes de maîtrise avec mémoire et de doctorat vont aussi devoir faire en sorte qu'on va devoir aller un petit peu plus précisément définir comment on gère ces programmes-là et comment on soutient les étudiants gradués chez nous, en gardant à l'esprit qu'une bonne partie de nos étudiants sont dans des situations d'études à temps partiel et qu'une bonne partie vont vouloir les réaliser à distance. Merci pour votre attention. Je vous souhaite évidemment de participer. J'espère que vous participerez à la consultation, que vous soyez en accord ou en désaccord avec ce que j'ai proposé en tout ou en partie. Et dans tous les cas, je vous le rappelle, si vous souhaitez réagir à ce que j'ai présenté ici, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je réponds à toutes ceux et celles qui m'ont écrit. Bonne fin de journée.